Bonsoir à toutes et tous. Peut-être deux mots à nos amis français pour expliquer ma position, qui explique aussi ce que je vais faire. Je suis membre de la commission du Parlement qui s'occupe de l'aménagement du territoire, de l'énergie et de l'environnement, avec d'ailleurs Adèle Torrance, longtemps dans la même commission, elle a ensuite changé de chambre, mais toujours dans la même commission. Et donc en Suisse, on a le privilège au Parlement de pouvoir vraiment modifier les lois en profondeur. C'est un peu comme le Congrès américain. Donc ça fait longtemps que je suis dans la législation. Et nous, on vient d'avoir notre moment gilet jaune, c'était en 2021, quand le peuple suisse a refusé, à 52%, une nouvelle loi sur le CO2 qui devait mettre des instruments économiques d'incitation des taxes, redistribuées d'ailleurs, plus fortes que celles qui existent aujourd'hui. Et à partir de là, on a eu des discussions un peu concurrentielles entre socialistes chez nous et verts chez eux, mais on s'est finalement mis d'accord sur une initiative pour un fonds climat, une initiative populaire, donc un référendum d'initiative citoyenne, comme vous dites en France. Chez nous, c'est très populaire, ça se fait souvent. On a maintenant quasiment fini de récolter les signatures. Et ce fonds pour le climat, cette initiative pour un fonds climat propose de consacrer pendant 25 ans 1% du produit intérieur brut à soutenir les investissements vers la neutralité climatique. Et quand on a annoncé ça, j'ai voulu faire un petit argumentaire, puis j'ai vu qu'il fallait expliquer un peu plus, c'est devenu ce livre, Urgence, énergie et climat, investir pour une transition rapide et juste. Dans l'intervalle, on a réussi quand même à faire une loi climat de remplacement qui fixe l'objectif de la neutralité climatique en 2050, territoriale, hein, comme en France, et qui a été approuvée par 59% de la population le 18 juin. Donc on a une très forte légitimation, et on part également... on part également d'une situation où on a décidé de sortir du nucléaire. On ne construira pas de nouveaux réacteurs nucléaires. Les anciens peuvent fonctionner tant qu'ils sont sûrs, ce que ça veut aussi dire. Donc ça, c'est le point de départ. Et mon livre, au fond, est à la fois un plan de réalisation, un des chemins possibles pour la neutralité climatique avec le Fonds climat, et d'une certaine manière aussi un agenda pour réaliser cette neutralité climatique qui a été approuvée en votation populaire il y a quelques mois. Le contenu de ma présentation, c'est évidemment pas tout le livre parce que c'est trop vaste, mais quelques éléments sur le besoin d'investissement et la situation de départ, les limites du principe du pollueur-payeur, principe constitutionnel pour financer l'investissement, notre nouvelle stratégie, soutenir les investissements, les classiques, logement et mobilité, l'électricité, la situation actuelle en hiver et en été, la synergie entre la décarbonisation de l'industrie et l'approvisionnement hivernal en électricité, un problème spécifique en Suisse. Il y a un frottement, on entend aussi ou bien ça va? Non, c'est bon. Et le mix de production électrique dont nous avons besoin. Commençons par la situation de départ. Comme en France, plus de 60%, le gris vient des énergies fossiles. Hein. Mazout, essence, diesel, kérosène, gaz naturel, hein, qui n'a rien de naturel, c'est du gaz fossile, Erdgas en allemand, qui est comme Erdöl. Il y a même un peu de charbon qui est utilisé en Suisse, et il y a la moitié des déchets incinérés, des déchets urbains, parce que les déchets urbains, la moitié, c'est du plastique qui vient du pétrole. Ça fait déjà les 2/3 de notre mix énergétique. L'électricité, je l'ai marqué en noir, j'y reviendrai. Comme en France, quand on discute d'énergie, on discute toujours d'électricité. Mais en réalité, actuellement, l'électricité, c'est qu'un quart de la consommation globale d'énergie. Où on en est maintenant dans la réduction des gaz à effet de serre? D'abord, les émissions territoriales liées aux énergies fossiles. J'ai fait la moyenne du début des années 90, la moyenne de la fin des années 90, du tournant du millénaire, la moyenne 2008-2010 et la moyenne des 3 dernières années avant Corona. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que dans les émissions des ménages privés et de l'artisanat et des services, donc le chauffage et l'eau chaude, depuis qu'on a pris des mesures à partir de 2008-2010, on a eu une baisse d'un tiers des émissions, rénovation des bâtiments. Première leçon, quand on prend des mesures, ça a de l'effet. Deuxième leçon, quand on ne prend pas de mesures, ça n'a pas d'effet. C'est la mobilité, les voitures, les camions, etc. Les moteurs se sont un tout petit peu améliorés, mais comme on roule davantage, et surtout comme il y a davantage de véhicules, les émissions sont restées les mêmes. Quand on est bête, c'est le troisième secteur, c'est-à-dire quand on prend l'avion comme l'autobus, alors la situation se dégrade. Plus on prend l'avion, plus il y a d'émissions. Elles ont doublé en 30 ans. Et ce que vous ne voyez pas sur ce graphique, c'est que les émissions de l'aviation ont un effet climatique réchauffant 3 fois plus élevé par quantité de CO2 émise ou par quantité de carburant brûlé, parce que c'est en haute altitude et pour différentes raisons physiques, le forçage radiatif jusqu'en 2050, il est triple. Autrement dit, la consommation d'avions des Suisses et des Suissesses réchauffe autant le climat que la consommation des voitures, des camions, des tracteurs, etc.
et des camionnettes. Donc l'aviation est un problème majeur. En plus, c'est un problème sur lequel on n'a pas de solution technique. Notons enfin que l'industrie a fait des progrès depuis 10 ans, et aussi ici, c'est parce qu'on a pris des mesures. Il y a une taxe CO2, il y a une possibilité de s'en exempter si on investit, etc. Dernier point, plus on achète de gadgets en plastique, plus on brûle de gadgets en plastique. C'est ce qui explique l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre des usines d'incinération des déchets. En Suisse, on incinère quasiment tous les déchets. Donc, ça, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. Tout ce secteur a des solutions techniques, sauf l'aviation pour l'instant. Il reste encore les 21% restants que j'ai mis à la même échelle, qui, eux, sont difficiles. C'est tout ce qui concerne les animaux de rente, le méthane, tout ce qui concerne les sols et les engrais, et notamment tout le cycle de l'azote, qui sont beaucoup plus difficiles à réduire sur le plan technique, mais qui ont aussi un effet moins durable de réchauffement climatique que le CO2 qui reste franchement dans l'atmosphère. Vous voyez en violet aussi les émissions process de l'industrie, c'est-à-dire notamment, par exemple, le gaz hilarant, notamment le CO2 qui sort en fabriquant du ciment, pas à cause de l'énergie, mais à cause du calcaire contenu dans le sol, les émissions dites géogènes, qui sont très difficiles à contrer. Ça, c'est le troisième, à la fin de mon livre, il y a les grands secteurs, et ça, c'est le troisième secteur, c'est les secteurs difficiles que je mets là-dedans, auxquels j'ajoute l'aviation. Alors maintenant, pour faire ça, à mon avis, il y a un immense investissement à faire, et on n'a plus beaucoup de temps pour le faire. C'est environ 17 milliards par an, 430 milliards d'investissements d'ici 2050. L'investissement brut, c'est environ 2,2% du produit intérieur brut. J'explique dans le livre comment je suis arrivé à ce calcul. On peut le critiquer, on peut dire que c'est un peu plus, un peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur. Ce qui est très intéressant, c'est que pour le seul secteur électrique, vous avez ici les investissements depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et vous constatez que quand on a construit les grands barrages, genre Dixence, etc., on a consacré jusqu'à 4% du PIB, donc la richesse annuelle produite en Suisse, à construire des infrastructures électriques. Ensuite, il y a eu, dans les années 70, la construction des 2 grandes centrales nucléaires. Et puis, depuis 40 ans, on a investi environ un demi-% de nos ressources, de notre PIB, dans le système électrique. Donc on vit de la substance depuis 40 ans. C'est comme si vous avez une vieille de chevaux, vous pouvez rouler longtemps avec votre vieille de chevaux, mais un jour le carter se fond et vous devez la remplacer. Mesdames et messieurs, on est arrivé de toute façon, dans tous les scénarios, au point où on doit massivement réinvestir parce qu'on vit de la substance. Tout ça, c'est des machines, elles ont une durée de vie limitée. Et c'est pour ça qu'il faut de toute façon énormément investir. Et alors, la théorie économique libérale classique dit toujours, oui, il faut renchérir les facteurs polluants et les gens vont aller vers des facteurs moins polluants. Moi, je suis arrivé à la conclusion politique que ce n'était pas possible comme ça. D'abord, parce que le principe du pollueur-payeur dit qu'au fond, si vous payez assez, vous avez le droit de polluer. Donc, au fond, celui qui a les moyens peut continuer à polluer. Ça, c'est une première des limites. Puisqu'on peut acheter des droits, ça n'impose pas d'aller à zéro. Deuxième des limites, vous avez d'énormes dysfonctionnements à l'intérieur du marché. Un exemple classique, les marges sur les produits bio sont plus chères. Si vous renchérissez les facteurs de production sales, ça n'exclut pas du tout que les produits bio restent plus chers simplement à cause de la marge parce que la willingness to pay des consommateurs est plus élevée. Donc le marché est loin d'être parfait dans la formation des prix. Il y a un échec classique du marché, c'est locataire-propriétaire. Si un propriétaire assainit son bâtiment, l'effet de cet assainissement, c'est une économie d'énergie pour le locataire. Pas très intéressant pour le propriétaire, donc il n'investit pas. Puis le locataire, il aimerait bien investir, mais il est pieds et poings liés, ce n'est pas lui qui décide. Donc le marché est loin d'avoir un fonctionnement parfait. Il y a des domaines où il marche, notre taxe poids lourd, elle marche super pour inciter à la rationalité dans ce secteur. Tout dépend des domaines. Un quatrième problème, c'est que les taxes, si vous devez vous augmentez beaucoup les impôts, beaucoup les taxes, vous limitez le cash disponible pour investir. Ça, c'est aussi un problème. Et le financement par une taxe sur l'énergie serait particulièrement antisocial, d'autant plus que, en gros, si votre objet, votre véhicule, votre mode de vie, votre bâtiment sont très polluants, les coûts pour l'assainir sont plus élevés. Et donc, c'est ce que vous voyez très bien dans ce graphique, qui montre, avant la crise énergétique, les dépenses d'énergie pour un ménage de 2 adultes, 2 enfants, en 4 quartiles. Donc, à gauche, le quart le plus pauvre, à droite, le quart le plus riche. Et vous voyez que tous dépensent environ 500 balles de dépenses directes d'énergie, donc électricité, carburant, chauffage, pour l'énergie. Donc on voit que si on
augmente le prix de l'énergie, où on fait tout financer par l'énergie, on a une bronca sociale. C'est l'expérience gilet jaune, c'est aussi un peu déjà le rejet de la loi sur le CO2 pour 12 ridicules centimes de taxes sur l'essence. Après, par les affres de Vladimir Poutine, ça a augmenté beaucoup plus. Donc, ici, à mon avis, on est dans une impasse et on se raconte des salades si on croit qu'on va pouvoir transformer techniquement notre société simplement avec des vulgaires taxes d'incitation. Politiquement, elles ne seront jamais assez élevées pour avoir un effet suffisamment puissant. Donc on propose une nouvelle stratégie qui consiste à dire on abaisse le prix de l'efficacité énergétique et le prix des renouvelables pour battre les énergies fossiles, par des subventions donc, à l'investissement. On tire profit des faiblesses des énergies fossiles, leur immense inefficacité si physique, j'y reviendrai, et le fait que chaque kilowattheure doit être extrait, acheté et en Suisse importé. Et on finance une partie des investissements de manière solidaire, c'est notre initiative pour le Fonds climat, à hauteur de 2,20. Les dépôts sont 2,2% du PIB, mon calcul c'est environ 1,2% est financé par les privés qui ont intérêt, les particuliers, les entreprises, mais ils sont aidés dans le financement par ce fonds fédéral sur le climat. Et à mon avis, l'endettement est la meilleure des solutions. Ici, vous avez l'endettement de la Suisse avec ou sans le fonds climat. Le vert, c'est l'effet du fonds climat pendant 25 ans sur l'endettement de la Suisse. La Suisse peut se le permettre sans problème. Il faut oser investir dans l'avenir, comme l'ont fait nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents sur les barrages. Cet investissement, il est nécessaire. En contrepartie, on a un pays qui est beaucoup plus efficace, on a un climat qui est préservé. Et donc, c'est un investissement qui vaut la peine. Ce n'est pas des dépenses courantes pour investir. Pour investir, on a le droit de s'endetter. Et dans la version allemande du livre, j'ai même précisé qu'il ne fallait pas confondre la dette et la faute, qui sont en allemand le même mot, die Schuld. Et là, il y a un vrai problème conceptuel. On a un peu de la peine avec l'endettement et l'avenir. Maintenant, un débat qui est sous-jacent, qu'on avait toujours aussi dans l'intervention de Camille Etienne tout à l'heure et de David Maréchal à l'instant, est-ce qu'il faut opposer frugalité ou investissement ou solution technique? Pour moi, c'est un débat complètement stupide. Parce que, grosso modo, 2/3 du problème peut être traité par des solutions techniques avec le progrès technique. De toute façon, on a un impact par le fait qu'on vit, on doit manger, on doit se loger, on doit se déplacer. On a de toute façon un impact, il est incompressible, on doit s'habiller. Donc là-dessus, il faut absolument réduire notre impact. Et puis, d'autre part, il restera suffisamment de domaines où il faut changer les comportements. Notamment l'aviation, on est très 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 loin d'une solution technique. Et dans l'alimentation, il y a beaucoup de fausses bonnes idées, mais des vraies bonnes idées techniques qui permettent d'améliorer, elles ne sont quand même pas énormes. Et donc, dans l'alimentation, ça restera de toute façon un domaine très compliqué, avec un fort impact climatique et autres. Et donc là, d'adapter nos comportements, en particulier manger moins de viande, ce sera un élément qui est important. D'ailleurs, pas zéro viande, hein, parce que sur des zones de pâturage, au fond, laisser paître des vaches, ce n'est pas la façon la plus bête de fabriquer des protéines. Donc ici, j'essaie d'expliquer aussi dans le livre, dans ce domaine de l'alimentation, c'est vraiment compliqué et il n'y a vraiment pas de grands axes tout simples pour résoudre la chose. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'il faut sortir de la perspective complètement individuelle. On peut bien sûr s'imposer des efforts individuels, c'est bien, c'est nécessaire dans ces domaines-là. Mais de toute façon, individuellement, on n'a pas d'influence sur notre approvisionnement électrique, on n'a pas d'influence sur ce qui se fait à l'étranger, on n'a pas d'influence sur les infrastructures qui sont décisives pour l'impact écologique. Et de toute manière, on est dans un système collectif. Il faut arrêter de faire de la question climatique et environnementale une question exclusivement individuelle. C'est une question largement collective, pas seulement dans la mobilisation, comme l'expliquait Camille tout à l'heure, mais aussi dans les solutions. Beaucoup des dimensions sont collectives. Il faut arrêter cet individualisme qui pour moi est un peu un individualisme issu de l'idéologie aussi néolibérale qui est le cancer de notre époque. Si on avait eu les mêmes néolibéraux au pouvoir dans les années 60, on n'aurait jamais construit les grands barrages, on n'aurait même probablement jamais construit les tunnels les tunnels ferroviaires à travers le Gothard, ni en 1880, ni au début des années 2000. Il faut sortir de cette obsession du marché. Quand il fonctionne le marché, je suis très content, il n'y a pas besoin de s'en occuper, mais là où il ne fonctionne pas, il faut y suppléer. Et de toute façon, il y a une synergie entre les deux. Si vous construisez des infrastructures vélo, ça permet aux gens de changer leur comportement. Donc de toute façon, il n'y a pas d'opposition. Alors les classiques, c'est d'abord logement et mobilité. Dans le logement, c'est évident que si vous chauffez une maison conventionnelle, vous devez acheter 4 kWh d'énergie, vous avez 4 kWh de chaleur. Si vous utilisez une pompe à chaleur bien faite, vous achetez 1 kWh d'électricité, vous extrayez la chaleur de l'environnement, vous avez 4 kWh de chaleur.
En plus, vous pouvez évidemment encore isoler votre bâtiment ou parfois utiliser du bois ou d'autres sources comme ça, mais ça, c'est assez facile à faire. On sait comment le faire techniquement. Il faut le faire, c'est beaucoup de travail, il faut le personnel pour le faire. Dans notre initiative, il y a un volet formation qui est très important. Il faudra plus d'électricité. Actuellement, on consomme 60 TWh d'électricité. Il faudra environ 6 TWh en plus d'électricité pour ce secteur, principalement en hiver, évidemment, en tenant compte du fait qu'on isole les bâtiments et qu'on progresse dans d'autres domaines. Dans la mobilité, quand vous montez sur le col du Marché Rue avec votre voiture fossile, vous avez en réalité un chauffage fossile dont l'effet accessoire est de produire un peu de motricité, un peu de traction, parce que les 3/4 se perdent en chaleur. Et donc, c'est un système extrêmement inefficace. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut profiter de cette inefficacité pour le battre. Si vous passez à l'électrique, vous avez environ 10% de perte. Donc, vous avez besoin de beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'électricité pour fonctionner. En plus, l'électricité, c'est beaucoup plus facile de la récolter de manière renouvelable que de récolter des carburants de manière renouvelable. Les carburants renouvelables, c'est un peu une fiction. Ici aussi, il faudra plus d'électricité, de l'ordre de 17 TWh. Répartis régulièrement sur l'année. Et en plus de ces 6 et de ces 17, on a le problème qu'on a 20 TWh de nucléaire à remplacer, du nucléaire en fin de vie. Donc il faudra énormément investir, ce qui nous amène à l'électricité. Et là, on était super nuls. À gauche, vous avez ce qu'a fait l'Allemagne jusqu'en 2022. À droite, vous avez fait ce qu'a fait la Suisse en matière de nouvelles énergies renouvelables. C'est tellement drôle, c'est tellement insupportable que mon graphiste, dans la première mise en page, il avait inversé les titres. Bon, il faut quand même dire que l'Allemagne, ils n'avaient pas d'hydroélectricité. Nous, on a l'ancienne hydroélectricité qui fait 55 à 60% du parc. Donc, évidemment, on n'a pas autant que l'Allemagne à rattraper. Mais c'est quand même intéressant pour dire qu'autant on était bon sur les bâtiments, autant on était nul sur la production électrique. Maintenant, c'est en train de changer vraiment assez fortement. Alors, l'électricité, quelle est la situation? En hiver, vous avez en orange le nucléaire, vous avez en bleu les deux sortes d'hydroélectricité, puis en vert les nouveaux renouvelables. Et vous voyez que au cours des 20 dernières années, sur la demi-année hivernale, on a presque toujours importé de l'électricité. Quand les centrales nucléaires ont des problèmes techniques, on en importe plus, sinon on en importe moins. On était exactement l'inverse. Vous voyez que la production est légèrement supérieure à la ligne de consommation et qu'on exporte un peu d'électricité. Donc, on voit que c'est un défi considérable. Pour réussir la transition hors de l'aviation, qui est hors de notre portée, il faudra évidemment remplacer le nucléaire déclinant, couvrir ces 6 TWh pour le chauffage, les 17 TWh pour la mobilité, décarboner l'industrie, j'y viens à l'instant, et ne pas utiliser de l'énergie fossile pour produire de l'électricité en hiver. Donc c'est un défi colossal. Et c'est pour ça que quand on discute, quand je me fais harpagonner par des militants du climat qui me disent « Ah ouais, mais cette étude devrait prévoir la neutralité climatique en 2035 plutôt qu'en 2050 », je dis « Mais attendez, c'est déjà un miracle si on y arrive en 2050. Pour les émissions à l'intérieur de la Suisse, c'est ça le vrai enjeu, c'est de réaliser. Le vrai enjeu, c'est pas de s'engueuler sur la date de l'objectif. » Alors, j'aimerais souligner une synergie très importante. Ici, vous avez les consommations d'énergie de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle consomme 17 TWh d'énergie fossile, elle brûle des vieux pneus, elle brûle un peu de mazout, énormément de gaz et un peu de charbon. Et ça, on doit le décarboner. Le reste, c'est du renouvelable ou c'est de l'électricité, ça c'est dans le mix électrique, ça c'est assez facile à faire. Et ce qui est complètement nouveau que je propose dans le livre, c'est de ne pas traiter le problème de l'électricité et de l'industrie séparément. Si on traite l'industrie d'abord, on doit remplacer 17 TWh d'énergie fossile, donc on doit faire du gaz de synthèse, même technologie. Pour ça, il faut le double d'électricité parce qu'on perd la moitié en faisant du gaz de synthèse, en partant de l'électricité pour faire du gaz de synthèse. Puis dans l'électricité, comme il manquerait environ une dizaine de TWh en hiver, donc il faudrait faire du gaz de synthèse pour le fabriquer, il en faut le double, plus de gaz à électricité, on perd la moitié. Et puis pour fabriquer ce gaz de synthèse, il faudrait de l'électricité. Et comme on perd de nouveau la moitié, il faudrait partir de 40 d'électricité, avoir 20 de gaz et 10 d'électricité. Et ça nécessiterait des quantités colossales d'électricité juste pour ces deux problèmes. On n'a pas encore traité les autres problèmes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, c'est très peu réaliste d'avoir une solution hyper technocratique qui veut tout faire au gaz renouvelable, à l'hydrogène, etc. Moi, j'y crois pas. C'est pas faisable. Et puis l'importer en disant, bon, bah, c'est égal, c'est les bougnoules qui ont qu'à installer des panneaux solaires chez eux, puis nous, on leur rachètera l'hydrogène, ils seront bien obligés de nous le vendre. Ça me paraît pas une altitude très durable au plan global. Il y en a qui pensent comme ça en Suisse, alors il ne faut pas se le cacher. Ce que j'explique dans le livre, mais que je ne peux pas détailler parce que le temps ne me le permet pas, c'est de dire,
il faut renforcer la production hivernale renouvelable suffisamment pour très rarement avoir besoin de refaire de l'électricité avec du gaz renouvelable. Et quand on a trop d'électricité en hiver, quand on a trop d'électricité en été, parce qu'on en aura beaucoup plus, parce que l'essentiel sera solaire, on fabrique du gaz de synthèse, mais ce qu'on utilise dans l'industrie, sans le reconvertir en électricité. Et comme ça, on diminue les pertes de conversion et on a une beaucoup plus grande efficacité globale. Alors, quel mix électrique de production il faut pour faire ça? Il faut évidemment maintenir l'hydroélectricité existante, il faut maintenir la biomasse existante, mais le potentiel d'accroissement n'est pas énorme en Suisse. On n'a aussi pas les espaces qu'on a en France, quelque chose qui est très différent. Il faut de l'éolien, environ 1000 machines. Pourquoi? Parce que l'éolien produit les 2/3 de son électricité dans le semestre d'hiver. Donc tout kilowattheure qui est produit en hiver peut être utilisé directement, permet de préserver l'eau dans les barrages, il n'y a pas besoin de le stocker, c'est beaucoup plus efficace. C'est vrai qu'on peut les trouver moches, moi je ne les trouve pas moches, mais on peut les trouver moches, mais leur dommage écologique est vraiment très limité. Et puis, il faut aussi les 15 projets de la table ronde, ce qu'on vient de voter au Parlement, c'est-à-dire rehausser 13 barrages et en créer 2 nouveaux pour pouvoir stocker de l'eau estivale, de la fonte de l'eau estivale, la fonte des neiges, la fonte des glaciers, de la pluie estivale, pour turbiner cette eau en hiver. On a tout pour plein d'autres raisons, sécurité, hydrologie, etc., irrigation et autres. On a de toute façon besoin d'augmenter le stock d'eau. Et on vient au Parlement de faciliter la réalisation de ces projets. Et puis, last but not least, il faut une énorme quantité de photovoltaïque. Il faut environ 16 fois plus qu'aujourd'hui. Il faut produire environ 76 TWh d'énergie photovoltaïque. Ça veut dire principalement sur les toits, utiliser les façades, utiliser les infrastructures. Et malheureusement, au dépit de l'opinion de mes amis verts valaisans, il faut aussi faire des installations au sol en altitude un peu, parce qu'elles produisent énormément en hiver à cause de la réflexion sur la neige. À part ça, petite histoire, actuellement, on n'a que 6% du potentiel des toits qui est utilisé. Donc on a un énorme potentiel de production photovoltaïque. Avec ça, où est-ce qu'on arrive? Ici, vous avez à gauche la production actuelle. Vous avez les 2 hydroélectricités, donc au fil de l'eau et stockage. À gauche en été, à droite en hiver. Vous avez le solaire qui est un peu marqué en orange. Le jaune n'est pas tout à fait bien. Oui, c'est plus jaune là derrière. Et puis vous avez les 2 blocs rouges qui sont les deux blocs nucléaires. Hein. Le nucléaire produit un tout petit peu plus en hiver parce qu'on fait les révisions en été. Et ça correspond à droite à notre consommation actuelle d'électricité. Vous voyez qu'en été, on consomme un peu moins d'électricité, on en produit plus. Donc c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, on exporte. Et en hiver, on importe un peu. C'est pas grave d'importer un peu. Parce qu'on consomme un peu plus à cause des chauffages et notre production hydroélectrique est plus faible et puis la production solaire est aussi plus faible. Si maintenant on se place dans la situation où on a dépassé le moment de la fin de la vie des anciennes centrales nucléaires, on les enlève, on est dans cette situation, et on met en place le plan que je propose. Vous voyez beaucoup de solaire en été, évidemment beaucoup moins en hiver. En hiver, par contre, en vert, on a l'éolien additionnel, et puis en rouge, on a le stockage hydroélectrique additionnel. On a une toute petite ligne grise-bleue comme ça, qui est le peu d'électricité qu'on fait en moyenne avec du power to gas. Ça change d'un hiver à l'autre un peu, parce que la météo et l'hydrologie ou le régime des pluies changent un peu, et puis on importe toujours un peu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette stratégie, sur la droite, ici, en été, on consomme énormément d'électricité parce qu'on utilise cette énergie dans l'industrie directement et pour faire le gaz qu'on va stocker pour les besoins hivernaux de l'industrie. Et puis en hiver, on a les seules consommations vraiment substantielles qu'on a en plus, c'est les consommations liées aux pompes à chaleur dans le bâtiment et dans l'industrie. Et puis évidemment celle de la mobilité, mais on voit qu'il y a à peu près un équilibre saisonnier. Le blond en haut de la consommation, c'est une consommation qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas, c'est-à-dire le peak shaving, c'est-à-dire renoncer à récolter de l'énergie en plus. Ça vous donne un peu la stratégie que je défends dans le bouquin pour l'énergie. En 2 mots, aujourd'hui, on a 120 TWh d'essence, de diesel, de gaz fossile et de mazout. Ça, on descend à 0. L'électricité, on consomme 67 TWh d'électricité brute, on double la quantité. Mais sur le total de ces énergies, on a quand même un immense gain d'efficacité puisqu'on passe de 188 à 118. Le kérosène, comme vous voyez en bas, n'est pas traité dans cette question. Et il n'est pas possible de rendre, à mon avis, l'aviation climatiquement neutre, sauf pour sur la base de ce qu'on fait en Suisse, sauf peut-être un peu pour quelques petits avions électriques, mais c'est complètement marginal. Ici, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'autre solution que de changer nos comportements. D'ailleurs, le Fonds climat peut aussi contribuer, par exemple, à financer des trains de nuit.
Je vous remercie de votre attention et puis on pourra en discuter tout à l'heure. Il y a un message qui pour moi est absolument clair. Entre nier le problème ou désespérer, il y a un chemin rationnel, il faut essayer de suivre un chemin rationnel. Il faut aussi dans la politique essayer de suivre un chemin rationnel. C'est un effort collectif qu'on doit tous faire. Mais si on ne suit pas un chemin rationnel, la catastrophe elle est sûre. Et juste faire la morale aux gens, comme on a pu le faire pendant quelques mois pour porter des masques ou se vacciner, ça ne va pas marcher sur des décennies pour changer tous les aspects de notre société. Donc on est obligé d'utiliser aussi le potentiel technique. Je crois que c'est une grande chance d'avoir encore un potentiel technique. Il restera de toute façon des comportements à adapter, et notamment aussi des habitudes culturelles. Par exemple, pour se déplacer en voiture, on n'est pas obligé de le faire dans un gros SUV. Je vous remercie.